Merci beaucoup Hervé, et merci à vous. Encore une fois, je regrette aussi de ne pouvoir être parmi vous, mais en plus, je vois par vidéo que vous êtes apparemment dans un très très bel endroit et j'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger en présentiel, comme on dit, avec ce terme affreux. Bon, mais je me contenterai de cette visioconférence. Je voudrais descendre d'un cran, en fait, peut-être et élargir la réflexion à partir d'un certain nombre de remarques que d'ailleurs m'ont évoqué l'intervention de Gunnar Beck. Et c'est souvent, en fait, ce qui me surprend lorsque j'interviens dans des conférences en Europe en particulier, c'est que j'ai toujours l'impression, en fait, que on continue, en fait, à vivre dans des cadres qui sont assez dépassés, et notamment le cadre de la réflexion sur l'état de droit, sur le rule of law, en fait, qui n'est pas du tout la même chose, l'état de droit et le rule of law, qui serait en fait, l'idée que le droit serait souverain lui-même, qui ne se traduit pas bien d'ailleurs en français. En fait, je voudrais, moi, me concentrer sur ce qui me paraît faire défaut au travers de ce que j'ai entendu, sur l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et cet éléphant dans le magasin de porcelaine pose directement la question de savoir qui règne en fait. Cet éléphant dans le magasin de porcelaine, ces habits qui font défaut à l'empereur, c'est ce que j'appellerais l'état administratif. Un état administratif qui comprend, en fait, bien plus d'ailleurs que des institutions étatiques centralisées de type ministère, mais qui est aussi le résultat d'une création industrielle d'autorités administratives indépendantes et la délégation à un secteur d'entités à but non lucratif, et voire, on va le voir, des entreprises de fonctions gouvernementales. Des entreprises, je le dis, puisque nous avons aussi un gouvernement qui maintenant inclut certaines des entreprises les plus puissantes de la planète. Je rappellerai les termes de Mark Zuckerberg, qui disait que Facebook, d'ailleurs, était beaucoup plus conçu comme un gouvernement que comme une entreprise. Donc, c'est sur cette énergie que je souhaiterais me concentrer. L'idée de séparation des pouvoirs, elle est très simple, mais en fait, elle mérite toujours d'être rappelée. Elle repose sur l'idée que l'autorité exorbitante qui est confiée au gouvernement peut être réconciliée avec la liberté individuelle en allouant les trois principales fonctions gouvernementales: pouvoir de faire les lois, celui de les exécuter et celui de trancher les conflits d'interprétation des règles à différentes institutions qui sont en mesure de se contrôler les unes des autres. Chaque fois qu'on aborde la question de la séparation des pouvoirs, j'entends souvent en même temps on dérive, et je l'ai entendu très très clairement dans les propos de Gunnar Beck, on dérive en fait la légitimité des différentes institutions, et notamment des institutions administratives, des procédés de nomination de ces liens organiques avec le peuple souverain. La légitimité de l'administration vient de ce qu'elle émane à un certain moment d'un pouvoir du peuple. Or, en fait, je pense que la légitimité de l'administration, légitimité du pouvoir administratif ne vient pas de là, mais vient pas d'une délégation du peuple, mais elle vient, et
un petit peu d'ailleurs à la manière des institutions judiciaires, elle vient de l'intégrité de ses propres procédures. Je dirais à la rigueur, il est assez peu important de savoir d'où vient un magistrat. Ce qui est important, c'est que l'intégrité de ces procédures par lesquelles il décide d'une règle de droit soit intègre. Et on a ces fiches qui avaient distingué cette notion. Je pense que nous sommes en ce moment dans le règne suprême de ce qu'on pourrait appeler un éphorat. C'était une référence d'ailleurs à l'administration spartiate. Et nous avons le pouvoir vient de cette autorité, de cet État administratif qui a en fait qui s'est développé comme une véritable métastase. Il repose sur quoi ce pouvoir en fait de cette autorité administrative? Il repose sur d'abord un dépassement de cette idée. On pense toujours en fait dans les cadres du droit naturel moderne selon lequel l'atome de base de la société serait l'individu, mais on vit depuis déjà très longtemps dans le règne de la règle de la norme sociale objective. Norme sociale objective qui est quelque chose qui est complètement à géométrie variable. Ça peut être un des grands vecteurs des grandes justifications de la norme sociale objective. Ça a été la construction en fait d'un marché mondial anonyme. Ça le demeure, mais on est en ce moment en même temps dans un renouveau en fait du risque sécuritaire à travers du risque sanitaire qui devient en fait une espèce d'excroissance en fait de cette norme sociale sanitaire et puis de ce slogan de sauver la planète. Donc on est à l'orée d'un ordre qui sera établi sur la norme sociale objective de sauver la planète, qui est un slogan en même temps complètement biaisé, puisque la planète, par définition, est sauvée. La seule question qui se pose, c'est de savoir effectivement si nous habiterons encore une Terre dans laquelle la possibilité d'une existence d'une vie humaine demeure possible. Donc, encore une fois, je me pose la question de la légitimité et on voit qui est-ce qui gouverne, encore une fois, qui prend les décisions à tous les niveaux et quels sont le rôle en fait des différents pouvoirs, des pouvoirs traditionnels organisés suivant le principe de séparation des pouvoirs. C'est d'ailleurs de contrôler. C'est qui contrôle cet éphorat, qui contrôle cette autorité dont vient cette autorité qui fait les règles. Et la légitimité de cette autorité, pourquoi est-ce qu'elle existe, cette autorité? Cette autorité, elle existait de manière en fait à insuffler en fait dans le mode de fonctionnement du gouvernement une certaine forme de vérité scientifique. On voit très très bien ce qui s'est passé d'ailleurs depuis 18 mois de cette crise du Covid, où on voit que cette nécessité d'insuffler en fait dans cette invocation constante de la science pour fonder des règles est maintenant soumis à des doutes très très profonds de la part de la population et on voit très très bien que ce qui se profile, c'est une nouvelle forme de gouvernement qui était déjà en germe depuis un certain nombre de décennies au travers de l'usage de l'économie comportementale.
on ne gouverne plus en jugeant, par exemple, les actes des individus, mais en contrôlant les comportements. Économie donc comportementale qui est parfaitement matérialisée dans le pouvoir compris ces notions de nudge. Hein, et je recommande d'ailleurs à cet effet l'interview formidable dans la revue en ligne Unheard de Thaler par je me rappelle plus du nom de l'intervieweur, mais allez voir l'interview de Thaler qui est le prix Nobel d'économie d'il y a 2 ans, dans la revue Unheard. Donc, encore une fois, je rappelle, cet effort, sa légitimité vient de sa possibilité d'injecter des preuves scientifiques dans les processus gouvernementaux, ce qui fait que ça ouvre en fait des nouvelles voies de redevabilité en fait pour les prises de décision des gouvernementales. Et c'est en cela que cet effort, on peut dire que c'est une branche distincte du gouvernement. C'est un quatrième pouvoir, et c'est devenu un quatrième pouvoir qui est véritablement central. C'est un pouvoir qui établit ses propres procédures pour déterminer les faits, des procédures qui sont radicalement différentes des procédures gouvernementales et des processus juridictionnels. Donc, dans et je vous renverrai aussi un excellent ouvrage d'un universitaire américain qui s'appelle Philip Hamburger, qui a écrit là-dessus, qui s'appelle The Administrative State, où on voit qu'un ensemble d'agences administratives s'arrogent le pouvoir de contraindre le peuple par des règles qui contournent la Constitution. Et aux États-Unis, j'assiste en ce moment à une véritable une banalisation en fait du discours de contournement de la Constitution. Vous avez à la fois, ça peut être des journalistes, ça peut être des cadres de partis politiques, ça peut être des assistants parlementaires, ça peut être même des sénateurs ou même des membres de la Chambre des représentants, voire des juges qui parlent ouvertement de contourner la Constitution. On a vu ça à propos notamment des réglementations de l'Occupational Safety and Health Administration, qui devait mettre en place en fait l'obligation de vaccination dans les entreprises de plus de 100 employés. Obligation de réglementation OSHA qui vient d'être censurée par la Cour d'appel de circuit du 5e circuit. Donc c'est un échec, c'est un camouflet très très sévère à l'administration Biden. Et on voit vraiment cette banalisation de ce discours sur le contournement de la Constitution. Le problème, c'est que lorsque vous avez la Constitution, oui Hervé, je vois que vous me faites des signes comme assez marquants. Combien de minutes? 2 minutes, d'accord. Donc, on voit de plus en plus se manifester ce discours du contournement. S'il y a un contournement de la Constitution, ça veut dire que nous n'avons plus de Constitution. Et on voit très très bien que nous avons en fait, à partir de puisque l'énergie vient de ce pouvoir administratif, nous avons en fait une véritable constitutionnalisation qui ne dit pas son nom du principe du might makes right. I mean, en fait, la force fait le droit. À tel point que je pense que nous avons encore quelques semblants en fait de fondations qui demeurent encore debout, mais de façon extrêmement fragile. Un de ces fondements particulièrement importants aux États-Unis, qui est de plus en plus d'ailleurs dans la cible des régulateurs et des cadres des partis politiques, on voit que c'est très politisé, c'est le Freedom of Information Act, qui permet en fait de connaître
c'est devenu pour moi la loi la plus importante. C'est la loi qui permet de connaître comment l'administration prend ses décisions. Tant qu'on aura un Freedom of Information Act qui est un tant soit peu efficace, nous aurons encore un certain nombre de protections. Mais on voit très très bien que l'administration maintenant commence à refuser en fait de communiquer, voire on voit très très bien en fait des actions en justice punitives contre des citoyens qui ont obtenu des informations via le Freedom of Information Act, et ça s'est vu à l'occasion récemment des actions des actions des parents d'élèves dans le cadre des Board of Education sur les critiques contre la Critical Race Theory dans les écoles, où des parents qui ont obtenu via des Freedom of Information Act des informations de la part sur les processus de délibération des Board of Education, et ces parents ont été poursuivis au motif que ils avaient ensuite publié les informations recueillies par la voie du Freedom of Information Act. Donc nous voyons des mesures positives dirigées contre les interventions des citoyens pour connaître la façon, les processus de délibération de l'administration. C'est à mon avis quelque chose d'extrêmement dangereux. Je vais peut-être m'arrêter là, Hervé, parce que je pense que j'ai dépassé les 2 minutes. Renaud, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres, même à distance. Et j'espère que vous serez bientôt des nôtres, peut-être à Bruxelles, peut-être d'autres capitales européennes, parce que c'est passionnant de travailler sur la chute de la démocratie et sur les quelques piliers qui demeurent et que nous devons préserver. Merci beaucoup en tout cas, Renaud.